Bonjour, je suis donc Marie Guingaud, la coordinatrice de GISOMER, qui est ce groupement d'intérêt scientifique qui cherche d'une part à faire du lien entre des gestionnaires d'aires marines et littorales protégées et des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi à approfondir les connaissances sur les usagers de ces espaces maritimes et littoraux et sur la gouvernance des aires marines. Et donc, pour animer ce réseau, et pour faire connaître les collaborations entre chercheurs et gestionnaires et partager l'actualité sur ces thématiques-là, nous avons lancé récemment ce format de webinaire court en 1 heure avec une présentation de travaux relativement récents et des échanges à la suite de cette présentation. D'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent partager des études réalisées sur le littoral ou les aires marines protégées, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à revenir vers moi, on pourra voir ensemble ce qui est possible. Aujourd'hui, nous accueillons donc Marion Florez, docteur en aménagement du territoire, qui a soutenu en décembre dernier sa thèse, donc intitulée « Le partage de l'espace en débat, de la confrontation des usages à la construction de modalités de cohabitation sur le littoral breton ». Ce travail a été mené avec le laboratoire Espace et Société à Rennes et avec la DREAL de Bretagne. Et donc Marion, je te laisse la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran pour que tu puisses partager le tien. Ça marche. Alors, hop. Et donc, tu as une quarantaine de minutes avant quelques échanges. Oui. Alors, bonjour à tous. Vous voyez tous bien mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça marche. Du coup, merci Marie de m'avoir invitée à présenter mon travail. Et donc, comme l'a indiqué Marie, j'ai soutenu ma thèse en décembre, intitulée Le partage de l'espace en débat. Et cette thèse, elle a été co-construite entre donc le laboratoire ESO, qui est un laboratoire plutôt en sciences humaines et sociales, donc sociologie et géographie, et avec la DREAL Bretagne, et notamment le service connaissances, prospectives et évaluation environnementale, et le service patrimoine naturel de la DREAL Bretagne. Donc ma thèse, elle a été financée durant 3 ans et demi par la DREAL, et ce financement et ce partenariat, il a un petit peu eu des incidences sur l'objet de ma recherche, qui était de mieux comprendre et appréhender les conflits littoraux dans la région Bretagne. Et ce partenariat, il a aussi eu une influence sur la méthodologie que j'ai adoptée durant ma thèse, dont je vous montrerai un peu plus tard comment ça s'est passé. Donc, pour commencer, ma thèse, il y a eu 4 terrains. J'ai choisi 4 terrains en Bretagne. Donc, les 4 terrains sont situés sur le littoral breton. Et ces terrains-là ont été choisis avec mes partenaires, donc notamment les agents de l'Adréal et les agents des DDTM. Donc, aujourd'hui, je vais cibler mon exposé sur 2 territoires qui sont vraiment en prise avec les problématiques des espaces naturels protégés, puisque c'est un petit peu l'intérêt du GIS. Et sinon, j'avais 2 autres territoires dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais c'était la commune de Plougrescan dans les Côtes-d'Armor. Donc là, c'était un conflit assez localisé et assez petit entre des ostréiculteurs et des pêcheurs plaisanciers qui se partageaient le domaine public maritime. Donc, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais c'est un de mes cas. Et le second cas sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, c'est le cas de la Ria d'Etel dans le Morbihan, autour de la mise en tourisme de ce territoire-là et la confrontation avec l'activité agricole qui est très forte et l'activité ostréicole, et notamment aussi la problématique de la SPPL que je pense beaucoup de gestionnaires des espaces littoraux connaissent. Donc aujourd'hui, je vais cibler mon exposé sur la baie de Saint-Brieuc, donc notamment la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc, et sur la baie d'Audierne, où les conflits sont plutôt sont plutôt centrés sur la protection de la nature et la compatibilité avec le développement sportif qui se déroule en baie d'Audierne, et notamment autour de l'activité surf. Donc, comme je le disais, mes terrains, même si aujourd'hui je cible sur 2, en fait, chacun de mes terrains ont des problématiques liées aux espaces naturels protégés. Là, je vous ai mis une carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je ne sais pas si vous voyez l'image. Oui, Si, vous voyez. si, c'est visible, merci. Parce que moi, je ne vois pas tout. Alors,
Donc, sur la carte que je vous ai mis là, je vous ai mis tous les espaces, beaucoup de labels et de sites, de périmètres d'espaces protégés. Donc, vous avez les sites inscrits, les INIEF, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins, etc. Donc, je vous ai mis aussi les arrêtés de biotope parce qu'on va y revenir sur un de mes cas. Donc, on voit bien, grâce à cette carte, que les espaces, donc la Bretagne est une région où se superposent de nombreux espaces naturels protégés, et notamment sur les littoraux. Et on a remarqué qu'il y avait une prégnance de conflits dans ces espaces, malgré que dans les espaces naturels protégés, on met souvent en place des modalités de gestion et de gouvernance spécifiques où on essaye d'intégrer la population, les acteurs concernés, les acteurs locaux. Donc il y a quand même des conflits qui persistent. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est intéressé à ces espaces-là. Souvent, ces conflits sont liés à la non-acceptation de la réglementation qui est liée à ces espaces naturels protégés. Et on a aussi remarqué que c'est une gestion, la gestion des espaces naturels protégés, c'est une gestion qui accorde une place très importante à l'expertise scientifique et technique. Par exemple, dans la thèse de Gaëlle Roncin qui a été soutenue en 2018, elle étudie notamment la composition des conseils scientifiques des espaces naturels protégés, donc de différents types d'espaces naturels protégés. Et elle a mis en évidence que dans les membres, il n'y avait que 18% des membres de ces conseils scientifiques qui étaient issus des sciences humaines et sociales. Donc on voit bien que souvent, dans ces espaces-là, la gestion, elle est très scientifique. Quand je dis scientifique, je parle des sciences de la vie, des sciences de la terre ou des sciences de l'ingénieur, mais que les sciences humaines et sociales, et donc les rapports avec les habitants, les rapports entre les habitants et le milieu, est moins étudié et moins présent dans les conseils scientifiques. Donc, je vous ai mis également des données d'une enquête que j'ai trouvée sur Internet, qui a été faite par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et notamment elle a été portée par Sarah Auberti, et elle a fait une enquête sur la collaboration entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés. Et elle a montré, donc on le voit dans ces schémas, que les objets d'étude et les disciplines des partenariats entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés étaient largement dominés par les sciences naturelles, et qu'on avait très peu, en fait, par exemple, si on regarde le premier graphique, on n'a que 4% des recherches qui sont faites en sciences humaines et sociales dans ces espaces-là. Donc on voit bien qu'il y a un manque assez important des sciences humaines et sociales dans la gouvernance, la gestion des espaces naturels protégés. Et petit à petit, l'Adréal, comme les DDTM, comme d'autres structures, ont pris conscience qu'il fallait ouvrir de plus en plus les sciences humaines et sociales à cette gestion des espaces naturels protégés. Donc, c'est un peu de là qu'est partie ma thèse et le fait que je sois en sciences humaines et sociales et que j'intègre la problématique des espaces naturels protégés dans ma thèse. Donc, il y a plusieurs enjeux autour des espaces naturels protégés. Il y a des évolutions, donc il y a de plus en plus de pratiques qui sont effectuées dans ces espaces-là, qui nécessitent, ces évolutions, elles nécessitent une meilleure compréhension des rapports que l'homme entretient à son environnement. Et ça justifie le besoin croissant des sciences humaines et sociales, de l'intégration des sciences humaines et sociales à la gestion des espaces naturels protégés. Dans l'enquête que je vous montrais précédemment, une des conclusions, c'est qu'il faut impulser de plus en plus de démarches partenariales et collaboratives, et que, en fait, la confrontation entre des savoirs plutôt issus des sciences humaines et sociales, mais aussi des savoirs expérientiels, donc c'est plutôt ceux des habitants, des gens qui pratiquent le territoire et qui connaissent des choses, il y a un enjeu à faire se confronter ces savoirs avec les connaissances scientifiques et à essayer de faire fructifier l'ensemble de ces savoirs. Donc ça aussi, ça a justifié le fait que je m'intéresse de plus près aux espaces naturels protégés. Donc les espaces naturels protégés, ils sont souvent qualifiés d'espaces à conflit. Donc Lionel Laslas, il parle de polémosphère pour dire que c'est vraiment des espaces qui sont propices au développement et à l'entretien de conflits entre des acteurs qui ont des intérêts forcément contradictoires et des usages parfois concurrentiels.
Donc Lionel Laslas, lui, parle de polémosphère, mais par exemple, on a une sociologue qui parle plutôt de lieux privilégiés de l'innovation sociale, parce qu'il y a différents acteurs, il y a plein de réunions dans lesquelles les acteurs peuvent se rencontrer, et il y a souvent beaucoup comment dire, il y a beaucoup de recherches, d'études qui sont menées, et donc c'est dans ces espaces-là qu'on peut peut-être avoir de l'innovation sociale. Donc c'est tous ces enjeux-là qui ont fait que je me suis intéressée aux espaces naturels protégés. Donc voilà un peu en termes d'introduction pourquoi je me suis intéressée à ces espaces, comment le partenariat s'est créé avec l'Adréal et pourquoi. Donc en termes plutôt dans ma première partie, je vais revenir très rapidement sur le cadrage conceptuel et méthodologique de ma thèse. Donc d'abord, il y a une construction progressive de la problématique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse aux conflits d'usage sur le littoral breton, mais je m'intéresse plutôt aux situations conflictuelles que l'on peut caractériser d'ordinaire, c'est-à-dire des situations conflictuelles entre des usagers qui sont parfois éphémères, parfois c'est entre deux personnes, parfois il y a des actions collectives, il y a des associations, mais c'est des conflits qui ne sont pas forcément ouverts ou qui ne sont pas du tout comme ce qu'on appelle les conflits d'aménagement, par exemple. Donc, l'idée, c'était d'interroger les effets de ces situations conflictuelles sur l'espace et ceux qui l'occupent, d'analyser les liens entre l'action publique et les situations conflictuelles. Est-ce que c'est l'action publique ou les politiques publiques qui sont mises en place qui créent ces situations conflictuelles? Est-ce que les situations conflictuelles vont finalement permettre de transformer les politiques publiques? Donc, c'est à ces liens que je m'intéresse. Et c'est aussi d'explorer l'hypothèse d'une reconnaissance nécessaire des acteurs pour la valorisation conflictuelle. Donc, au lieu de voir le conflit comme un obstacle, c'est plutôt de se dire qu'on peut aller au-delà et que le conflit peut être fructueux si on reconnaît les acteurs et l'ensemble des acteurs concernés par la situation. Donc, ma problématique s'est intitulée « En quoi la reconnaissance des usages et des pratiques dans leur diversité, leur contradiction, voire leur conflictualité peut-elle contribuer à l'amélioration conjointe de leur cohabitation en milieu littoral ?» Donc, c'était ma problématique principale de la thèse. Et alors, pour m'ancrer un petit peu disciplinairement, parce que j'ai dit que j'étais en géographie et en aménagement de l'espace et du territoire, comme on l'a rappelé au début, ma recherche, elle est ancrée dans un laboratoire particulier, qui est le laboratoire Espace et Société, et qui est connu pour être un laboratoire de géographie sociale. Donc, il s'agissait bien d'étudier la dimension spatiale des rapports sociaux sur les espaces littoraux et au sein de situations conflictuelles, et de comprendre également les rapports des usagers et pratiquants de l'espace, à l'État. Et donc, j'ai fait cette recherche plutôt en géographie sociale, mais également, j'ai essayé de mettre en place une recherche expérimentation, donc comme vous le verrez notamment quand je vous présenterai la méthodologie. Donc, la recherche expérimentation, c'est le sociologue Pascal-Nicolas Lestrade qui en parle dans ses ouvrages, mais c'est d'essayer de mettre en place une méthodologie qui représente aussi bien un processus. Donc, le processus est aussi intéressant en fait que le résultat qu'on va avoir à la fin. Donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de mettre en place dans ma thèse. Donc, j'ai essayé aussi de cibler une approche par l'appropriation de l'espace. Et cette appropriation, elle est légitimée par les enjeux environnementaux. Donc, en effet, j'ai regardé différents types d'appropriation, mais aujourd'hui, je vais cibler plutôt sur l'appropriation des enjeux par les enjeux environnementaux. Donc, en effet, quand on met en place un zonage d'espace naturel, en fait, on s'approprie matériellement l'espace et on légitime cette appropriation par des justifications environnementales et écologiques. Donc, ces types d'appropriation, elles démarrent à peu près à la seconde moitié du 19e siècle. Et à cette époque-là, c'est plutôt des initiatives associatives, des naturalistes ou des artistes qui mettent en valeur des patrimoines naturels, plutôt esthétiques d'abord. Ensuite, à la fin du 19e siècle, c'est l'élite sociale et politique qui va petit à petit s'approprier ces espaces et essayer d'agir pour la préservation des espaces de nature qui sont d'abord qualifiés de remarquables.
Au début du XXe siècle, il y a une coordination de ces mouvements, notamment autour de clubs. Donc, le club le plus connu, c'est le Touring Club de France. Ce mouvement va être à l'origine de la création des réserves naturelles, des parcs naturels et des parcs naturels régionaux. Donc, dans les années, fin des années 50, jusqu'aux années 70 à peu près. Donc, petit à petit, on a ce qu'on appelle une institutionnalisation progressive de la protection de la nature. Donc, l'appropriation, elle est matérielle. Donc, l'appropriation de l'espace par ces justifications écologiques, elle est matérielle, elle est idéale et elle est symbolique. Donc, par exemple, vous avez la géographe Catherine Meurferec qui parle de l'avènement de la biodiversité pour dire qu'en fait, ça justifie amplement le fait qu'on classe de plus en plus de zones naturelles. C'est aussi l'époque de la diffusion de l'écologie politique et de ce que, par exemple, Ludovic Ginelli, à contrario de l'impératif délibératif qu'on connaît, il parle de l'impératif écologique. Donc, en fait, c'est justifié, on s'approprie des espaces parce qu'il le faut pour des arguments écologiques. Donc, Lucie Després, qui a fait sa thèse aussi sur l'acceptation de certains parcs nationaux, elle parle de requalification écologique de certains espaces qui, en fait, deviennent, par ce classement en zone protégée ou en espace naturel protégé, ils deviennent des territoires institutionnels qui sont marqués et qui traduisent une appropriation. Elle parle de gestes anthropologiques fondamentaux qui consistent à tracer un périmètre à l'intérieur duquel s'exerce un nouveau pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement un nouveau territoire qui apparaît, c'est aussi une institution qui va s'ancrer sur un territoire. Donc, c'est une appropriation écologique qui va se confronter aux appropriations des communautés locales et qui peut alors être à l'origine d'un sentiment de désappropriation et de dépossession. Donc, en effet, les acteurs qui étaient là avant, qui avaient leur pratique professionnelle ou de tourisme ou de loisirs, en fait, ils vont devoir travailler, se confronter à d'autres acteurs et à d'autres réglementations. Donc, le classement en espace naturel protégé, ça peut être à la fois compris comme une exclusion physique des gens qui étaient auparavant dans ces espaces et symbolique des populations locales. Par exemple, il y a l'étude de Bernard Picon qui date un peu, mais qui est assez intéressante sur la réserve naturelle de Camargue et qui indique que, en fait, souvent, les pratiques des populations locales et populaires sont un peu mis de côté, exclues, parce qu'elles sont pas mises en valeur par les gestionnaires des espaces naturels. Ils parlent de dépossession physique qui est doublée d'un sentiment de rejet, voire de violence symbolique. Par exemple, la réglementation, parfois, elle va favoriser certaines pratiques de loisirs et pas d'autres, comme celles que pouvaient faire avant les populations locales. Par exemple, on va favoriser plutôt les pratiques d'ornithologie, de naturalisme ou de sport de nature, et certaines activités que les populations locales faisaient auparavant sont plutôt exclues et mises de côté. Et il y a une géographe qui a plutôt travaillé sur les activités sportives de nature et qui indique même qu'au sein même des loisirs, il y a des rapports de pouvoir et de légitimation de certaines activités aux yeux des pouvoirs publics. Certains sont valorisés, d'autres non. Et ça se met aussi en place dans les espaces naturels protégés. Je vous parlerai de la baie d'Audierne. Et dans la baie d'Audierne, donc, vous avez les surfeurs, les randonneurs. Les randonneurs sont davantage légitimés par les gestionnaires des espaces naturels protégés que les surfeurs ou alors les personnes qui font du kayak ou du windsurf, etc. Donc, il y a une hiérarchisation des types d'activités. Donc, c'était pour revenir sur l'approche par l'appropriation de l'espace. Et on se rend bien compte que si un espace devient approprié, devient un territoire avec une réglementation, une institution, etc., il y a une exclusion et forcément, il peut y avoir des conflits, une non-acceptation, etc. Donc, c'est un peu sur ces problématiques-là que j'ai travaillé. Donc, par rapport à l'itinéraire méthodologique que j'ai développé au sein de ma thèse, donc, comme je vous l'avais dit, j'ai plutôt opté pour une méthodologie participative en lien avec les enjeux que voulait porter l'Adréal Bretagne. Donc, pour la première étape de ma méthodologie, je suis plutôt restée sur des choses qui se font de manière classique en sciences humaines et sociales. Donc, j'ai réalisé des entretiens individuels
et semi-directif avec toutes les parties prenantes des situations conflictuelles. Donc, à chaque fois que j'allais sur un territoire, je rencontrais un peu tous les acteurs concernés par la situation conflictuelle et je réalisais des entretiens individuels avec eux. Et au cours de cet entretien, je leur faisais réaliser une carte mentale. Donc, par exemple, vous avez là une carte mentale qui a été réalisée par un riverain de la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc. Donc, on voit bien qu'il habite une des maisons qu'il dessine. Il habite à proximité de la plage, mais il entoure la plage et les dunes par une cloche et un panneau d'interdiction, on va dire. Et il indiquait durant la réalisation de la carte que en fait, il était à proximité de la plage, mais il ne pouvait pas y aller et que c'était sous cloche. Et c'était une manière de critiquer et de montrer la non-acceptation de la réserve naturelle nationale. Donc, après cette première étape, ou plutôt je rencontrais individuellement les acteurs, j'ai réalisé au sein de chacun des territoires une série de 2 ateliers. Donc, le premier atelier, il s'agissait d'essayer par petits groupes, les acteurs devaient essayer de réaliser un diagnostic cartographique de chacune des zones et essayer, par le biais de ce diagnostic, d'arriver à une vision collective du territoire. Le deuxième atelier, il était plutôt de partir de ce diagnostic et d'essayer de voir sur les problèmes qui ont été ciblés, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer la situation. Donc, c'est ce qui a été fait dans les différents terrains. Donc, voilà pour l'itinéraire méthodologique. Donc, je reviendrai sur les quelques résultats de cet itinéraire, mais si vous avez des questions après, il n'y a pas de souci, je répondrai. Je suis allée assez vite sur la méthodologie. Donc, pour la deuxième partie, en effet, je vais me centrer, donc, comme je vous l'ai dit, sur 2 territoires qui sont particulièrement en prise avec les enjeux de protection, donc la baie de Saint-Brieuc et la baie d'Audierne. Et pour les motifs conflictuels des espaces naturels protégés que j'ai étudiés, en majorité, c'est plutôt des conflits autour de l'incompatibilité des pratiques et des objectifs. Donc, la conservation écologique est souvent loin d'être la fonction unique de ces espaces naturels protégés, qui sont aussi le support de pratiques professionnelles, de pratiques de loisirs, etc. Donc, il y a une incompatibilité entre, d'un côté, les objectifs de conservation, de protection de la nature et parfois les pratiques qui sont mis en place. Dans certains cas, il y a aussi le fait que la mise en protection des territoires est à l'origine de l'arrivée nouvelle d'activités liées notamment aux pratiques de loisirs dans les espaces naturels. C'est le cas, par exemple, en baie d'Audierne, où il y a une forte communication autour du fait qu'il y a des sites classés, des sites inscrits, que c'est un territoire avec une biodiversité remarquable qui est protégée. Mais en fait, cette communication, elle influe sur l'arrivée de nouvelles activités, notamment les pratiques de sport de loisirs dans les espaces naturels. Et le troisième motif conflictuel le plus représenté, c'était la superposition des périmètres de protection qui parfois rend difficile la lisibilité des réglementations et qui complexifie encore davantage le partage de l'espace. Donc, pour le cas de la réserve, de la baie de Saint-Brieuc, donc moi, je me suis intéressée à ce cas-là parce que j'ai été orientée par notamment le service patrimoine naturel de l'Adréal et parce que justement, cette réserve, cette baie de Saint-Brieuc, elle avait en son sein la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc qui a une histoire assez intéressante à étudier et donc qui a subi depuis sa création en 1998, il y a eu plusieurs décrets, arrêtés préfectoraux. Il y en a eu un et puis un autre en 2018 qui a à nouveau mis plus de réglementation. Donc sur la carte, je vous ai mis les différentes zones en fait. Donc vous avez par exemple en rouge les zones où c'est vraiment interdit. Et vous avez d'autres zones où il y a certaines pratiques qui sont interdites. Ça, par exemple, vous avez les activités équestres qui sont interdites avant et après la marée haute pendant 90 minutes, mais autorisées à marée basse. Vous avez par exemple la planche à voile qui est autorisée, mais qu'à certaines périodes. Donc, vous avez différents types d'espaces au sein de cette réserve. Et le cas de la réserve naturelle nationale permettait également d'intégrer d'autres problématiques assez importantes. Donc, là, je vous ai mis un témoignage d'un agent de l'Adréal que j'avais interrogé qui disait que la réserve naturelle nationale, c'est un outil particulier
qui a longtemps été considéré avec une approche purement scientifique, par le biais d'une thématique particulière, notamment celle des oiseaux. Et progressivement, le paradigme a changé. On va essayer de s'intéresser aux réserves de manière globale, en s'intéressant aux liens avec le territoire dans son ensemble, en prenant en compte les usages, le volet social de la réserve, la question de la continuité territoriale, etc. Et ce nouveau défi donc, qui est pointé par cet agent de l'Adréal, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi la réserve naturelle nationale, pour essayer de voir comment on peut essayer d'intégrer les habitants, les usagers davantage à la gestion d'espaces naturels protégés. Donc, le cas de Saint-Brieuc, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu autour de l'acceptation de la réserve naturelle nationale qui arrive, qui s'impose sur le territoire comme un acteur institutionnel nouveau et avec qui l'ensemble des autres acteurs doivent apprendre à fonctionner. Donc, je vous ai parlé du décret de 2018 qui, donc c'est le garde dans mes souvenirs, c'est le garde de la réserve qui avait indiqué que ça constituait une artillerie pour les acteurs de terrain, donc, parce que ça peut permettre de verbaliser des sensibilités, par exemple. Il y avait l'enjeu autour, donc comme je vous le disais tout à l'heure, autour de la gestion, qui est plutôt dictée par des critères scientifiques. Il y a le fait qu'il y avait des incivilités qui stagnent, voire parfois qui sont encore plus prégnantes qu'avant sur certains points, des oppositions avec des riverains. Certains se sont mis en association, des professionnels et des habitants qui n'acceptent pas forcément la réglementation. Une forte pression d'usage parce que vous avez un espace, un grand espace de nature qui se situe à proximité immédiate d'une métropole. Donc, effectivement, il y a beaucoup de fréquentation. Donc, voilà, il y a une forte pression d'usage et il y a aussi un sentiment fort de dépossession de la part des riverains et des habitants qui ne peuvent plus exercer les mêmes pratiques. Et enfin, il y avait une problématique qui est apparue au cours de mon terrain, celle des marées vertes, et notamment de certaines associations qui voudraient que la réserve naturelle nationale se positionne sur cet enjeu de marée verte, puisque c'est un espace qui doit protéger la biodiversité. Donc tous ces enjeux-là sont vraiment prégnants en baie de Saint-Brieuc, et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce cas. Donc, je vous ai remis les différents positionnements des enquêtés que j'ai interrogés durant le terrain. Donc, j'ai trié ces enquêtés en 3 catégories. Donc, vous avez les acteurs qui sont en faveur de la réserve naturelle nationale, qui militent pour elle, qui la défendent. Vous avez des acteurs qui sont opposés à la réserve parce qu'elle vient contraindre des usages. Donc, il y a des acteurs individuels, des élus et des acteurs collectifs, donc plutôt des associations. Et la dernière catégorie, c'est plutôt des acteurs qui sont opposés à la réserve parce qu'elle ne se positionne pas vis-à-vis de la controverse des algues vertes. Donc, vous avez 3 positionnements différents par rapport à cette réserve naturelle nationale. Donc là, je vous ai remis un peu plus précisément en quoi consistaient ces 3 catégories. Mais rapidement, en fait, la première catégorie, c'est plutôt des personnes qui sont naturalistes, amateurs d'ornithologie, parfois bénévoles. Ils sont souvent ambassadeurs de la réserve, donc ils participent vraiment aux activités de la réserve, ils participent aux opérations de nettoyage, etc. Et ils considèrent qu'il faut défendre cet espace. Certains estiment que la réglementation n'est pas assez forte et d'autres pensent que bon, ça suffit. Mais par contre, il y a aussi une distinction sur la controverse autour des algues vertes. La deuxième catégorie, donc, c'est ceux qui s'opposent à la réserve naturelle nationale car elle vient contraindre les pratiques et les usages. Donc, ça, c'est des élus, des collectifs et des associations qui ressentent un sentiment de dépossession, parfois d'incompréhension. Certaines associations souhaitent également rentrer dans le comité consultatif, mais n'y parviennent pas. Ils ont plutôt une perception de la réserve naturelle nationale comme une structure qui veut exclure les activités humaines. Et ils ont, pour la plupart, une vision assez mitigée sur la controverse autour des algues vertes. Et enfin, la troisième catégorie d'individus, c'est plutôt les acteurs qui sont opposés à la réserve par rapport à la problématique des algues vertes.
Donc ça, c'est notamment l'association Alto Marée Verte qui demande à ce que la réserve se positionne face au problème des marées vertes et qui considère qu'elle ne remplit donc pas son rôle de protection de la biodiversité si elle ne se positionne pas. Donc, il y a aussi un enjeu de résistance à la réglementation. Certains ne comprennent pas si on ne fait rien pour les marées vertes, pourquoi on devrait ne pas promener son chien sans laisse, etc., avec une laisse, etc. Donc, il y a un peu une ambivalence autour de la réglementation. Donc voilà un point assez bref sur les problématiques autour de la baie de Saint-Brieuc. Donc je reviendrai sur comment ça s'est passé au niveau de la méthodologie sur ce territoire. Mais je voulais vous présenter l'autre cas qui s'intéresse, qui met à jour des enjeux autour de la protection. Donc c'est le cas de la baie d'Audierne. Donc, la baie d'Audierne, c'est vraiment un cas typique qui permet de s'intéresser à la fois à la compatibilité entre les espaces naturels protégés et le développement des pratiques sportives de nature et de loisirs. Donc, par exemple, une dame de la préfecture que j'ai rencontrée me disait que la baie d'Audierne a toujours été, et depuis longtemps, un cas d'école. On est vraiment sur les sites où on a un environnement exceptionnel et on a une pression humaine qui est de plus en plus importante. Donc, c'est vraiment le cas d'école en matière de compatibilité entre fréquentation humaine et préservation de l'environnement. En effet, c'est un territoire donc, où il y a énormément d'événements sportifs qui sont organisés. Il y a eu en 2014 notamment le World Cup de windsurf. Il a fallu ils ont failli accueillir les Jeux olympiques de surf il y a quelques années, mais ils ne l'ont pas eu. Et il y a le rayonnement du site de la Torche depuis les années 70, où il y a un développement de l'activité de surf. Donc tout ça, toutes ces organisations d'événements sportifs et le développement de multitudes d'activités sportives nautiques notamment font qu'on rentre en incompatibilité avec les périmètres d'espaces protégés sur la zone. Il y a ici aussi un effet de contexte sur ce cas que j'ai étudié puisque j'ai fait mon terrain à l'été 2020, donc juste après le Covid. Et en fait, il y a eu un effet de contexte puisqu'il y a eu une augmentation, une modification des pratiques touristiques, notamment par exemple avec le développement des vannes. Donc c'était déjà le cas hein, avec l'activité surf, mais après le Covid, en fait, il y a beaucoup de gens qui allaient auparavant ailleurs, sont restés en France parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Et au lieu d'aller dans des campings ou des endroits où il y a des groupes, ils ont préféré louer des structures individuelles ou venir avec leur van ou leur camping-car, ce qui a accentué encore les pressions sur les espaces naturels. Il y a aussi eu la mise en place de mesures de protection spécifiques suite à la Covid. En fait, vu que les plages n'étaient pas fréquentées et interdites à la fréquentation durant le Covid, il y a des animaux qui se sont logés là, notamment je ne me souviens plus du nom, un petit oiseau très connu Le gravelot. J'ai pas entendu, mais... Le gravelot à collier interrompu. C'est ça. Je pense. Oui, c'est ça, le gravelot, qui faisait ses nids sur la plage. Et à la fin quand le Covid, quand le confinement a été levé, ils ont décidé de mettre en place l'arrêté de biotope pour les protéger. Sauf que les gens qui n'avaient pas accès à la plage depuis 3-4 mois n'ont pas compris forcément qu'on leur interdise à nouveau l'accès pour des oiseaux. Donc, ça a accentué les conflits autour de l'acceptation de ce type de protection. Et il y avait aussi l'effet du réchauffement climatique, donc qui se fait sentir depuis plusieurs années. Mais quand j'ai fait mon terrain à l'été 2020, c'est assez revenu sur le fait qu'il y avait de plus en plus de touristes venus du sud de la France qui venaient en Bretagne pour se préserver des fortes chaleurs. Donc c'est un territoire qui est de plus en plus soumis à des pressions importantes touristiques. Donc là, je vous ai mis des cartes qui présentent plutôt le nord de la baie d'Audierne. Donc vous avez Audierne qui se situe ici. Donc sur cette carte-là, je vous ai mis toutes les activités nautiques et touristiques qui se situent en baie d'Audierne. Et de l'autre côté, je vous ai mis les zonages de protection de l'environnement en baie d'Audierne.
Donc, on voit que c'est un espace qui est à la fois occupé par de nombreux types de protection, d'espaces et de périmètres de protection, mais c'est aussi un territoire où vous avez énormément de camping, des mouillages, donc la SPPL qui passe, vous avez des activités de centre équestre, des clubs d'activités nautiques, etc. Donc, on voit bien qu'on a deux choses différentes. Donc, par exemple, je vous ai mis aussi une citation du délégué du Conservatoire du littoral qui indique qu'on a des rationalités qui sont parfois très différentes. Donc, on a à la fois des professionnels, des gens pour qui le territoire est un outil de travail. Donc, par exemple, les ostréiculteurs, les pêcheurs, etc. Et on a aussi des professionnels du tourisme, eux qui vendent un espace de fréquentation. Et on a également la préservation de l'espace, aussi des pratiques individuelles non organisées, dont l'usage de l'espace est assez difficile à maîtriser parce qu'on a tout ça, et notamment en ce qui concerne les activités nautiques, ce sont souvent des activités qui sont faites individuellement, donc des acteurs qui ne sont pas fédérés dans des clubs, et du coup, ça complexifie encore davantage cet espace qui est souvent considéré comme souvent les plages et les espaces maritimes comme des espaces de liberté sur lesquels il est possible de tout pratiquer sans contrainte. Donc ça crée des conflits. Je vois que le temps passe et je vais essayer de me presser un peu. Donc, je vous ai mis également plutôt un zoom sur la pente de la torche, donc également avec les activités nautiques et les zonages de protection. Donc, on voit que donc, la pente de la torche est très connue pour le surf, elle se situe ici, et c'est un territoire où on voit que se superposent énormément de périmètres de protection à chaque fois avec des réglementations différentes. Et c'est dans cet espace-là aussi que se pratique majoritairement le surf en baie d'Audierne. Donc, on voit qu'on peut avoir des conflits importants. Donc là, je vous ai mis également un témoignage d'un agent de l'Adréal que j'ai interrogé sur ce cas-là et qui indique que à la suite de cette période donc de confinement, il y a eu pas mal de promotions pour favoriser, valoriser et développer les sports de nature parce que ça permet les distanciations sanitaires, sociables, etc. Et ça a participé à l'augmentation de la pression, notamment avec l'utilisation de camping-cars et de vannes, ce que je vous disais, qui sanitairement peut être pas mal, mais qui fait beaucoup de pression sur le territoire. Donc, en dernier, je vous avais mis donc effectivement le gravelot à collier interrompu, qui a fait l'objet d'un arrêté de biotope. Et donc, je vous ai remis un petit témoignage d'un agent de l'intercommunalité en baie d'Audierne qui indique que ça a un peu coincé parce qu'il y a des plages qui ont été réouvertes, mais d'autres ne l'ont pas été puisqu'il y avait des nids, et que c'était des plages assez fréquentées. Donc, en fait, il y a des gens qui se sont, quand ils ont appris qu'il y avait eu la mise en place de cet arrêté de biotope, qui se sont regroupés et qui ont dit, bah, si c'est les gravelots qui nous embêtent, on va aller détruire les nids. Donc, finalement, ça a un peu eu l'effet inverse, mais ça a aussi accentué un petit peu les conflits autour de cette acceptation des espaces naturels protégés. Donc, je vous ai présenté un petit peu les enjeux de chacun des terrains, et en troisième partie, je voulais revenir. Donc, si vous avez des questions sur les terrains après, il n'y aura pas de souci. Mais je voulais revenir sur ce qui s'est passé sur les résultats. Donc, je vais plutôt présenter mes résultats. Donc, d'abord, les enseignements qui sont tirés du terrain, et je vais prendre l'exemple de la baie de Saint-Brieuc sur ce qui s'est passé et ce que ça a permis, ma méthodologie. Ensuite, je reviendrai rapidement sur les enseignements en termes de théorique plutôt, et les enseignements autour de l'action publique. Donc, en baie de Saint-Brieuc, 2 ateliers ont été menés, comme je vous l'ai dit. Donc, là, je vous ai mis la composition des ateliers. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types d'acteurs. À chaque fois, j'ai essayé de les mélanger pour qu'on ait une vision un peu différente dans chacun des groupes. Donc, il y a des élus, des habitants et des riverains, des naturalistes, des représentants d'associations. Donc, il y avait à peu près les mêmes acteurs durant le premier atelier et l'atelier 2, ou alors c'était les mêmes représentants à peu près, ou les mêmes catégories d'acteurs. Donc, l'idée durant le premier atelier, effectivement, je vous l'avais rappelé, c'était de faire des diagnostics cartographiques. Donc là, je vous ai mis, on ne voit pas très très bien, mais je vous ai mis les 3 diagnostics cartographiques qui ont été faits sur la baie de Saint-Brieuc. Il s'agissait d'imaginer
un petit peu les perspectives les plus dramatiques qui pouvaient se dérouler à Saint-Brieuc, pour ensuite revenir sur comment on n'arrive pas à ce stade-là, pour essayer de les faire travailler sur des objectifs communs pour faire en sorte que ça ne devienne pas catastrophique. Donc, le bilan du premier atelier, ça a été qu'effectivement, on a réussi à mettre en place le partage d'une vision territoriale. Donc, je ne vais pas revenir, mais je vous ai mis notamment des interactions entre les acteurs dans les groupes. Donc, parfois, c'était des acteurs qui étaient très en conflit au départ et qui finalement, à force d'échanger, d'essayer de se comprendre mutuellement, ils ont réussi à partager une vision territoriale commune. Donc, certaines fois, les positions individuelles du départ, en fait, elles étaient modifiées. On avait la constitution par petits groupes d'un jeu d'équipe et l'émergence d'une dynamique de groupe malgré les dissensions. Donc, cette confrontation d'acteurs, elle a permis de faire évoluer certaines représentations et de montrer que même si on a un habitant, etc., on a une expertise personnelle qui est intéressante. Donc, le deuxième atelier, il a donc permis, donc on est passé du diagnostic à l'action. Donc, les groupes travaillaient sur des projets qui reprenaient les problématiques qui avaient été abordées durant le premier atelier. Donc, notamment, je vous ai mis l'exemple d'un groupe qui a travaillé sur un projet de formation et de sensibilisation en direction des agents des communautés de communes. Et donc, c'était l'idée d'ouvrir un petit peu la sensibilisation à d'autres acteurs qui pourraient eux aussi sensibiliser d'autres acteurs et autour de la compréhension de la réglementation. Donc, il y avait un enjeu pédagogique. Donc, il y a eu d'autres types d'actions qui ont été imaginées durant cet atelier. Là, j'ai ciblé sur celui-là. Mais ça montre que ces ateliers ont permis de structurer des groupes autour de projets. Donc, pour monter plus en généralité sur tous les territoires, les enseignements qui sont tirés du terrain et de la méthodologie, c'est l'idée qu'il faut prendre en compte à chaque fois les spécificités territoriales, qu'il faut prendre le contexte historique, le contexte géographique, social des territoires pour réussir à tirer des enseignements. L'idée aussi, c'est d'analyser, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas faire une démarche méthodologique toute faite, mais de l'adapter au territoire et au contexte, ce qui parfois n'est pas le cas. L'enjeu aussi, ce qu'on peut tirer de cette méthodologie, c'est la force, en fait, et d'analyser les interactions, où en fait, on remarque bien, quand on analyse bien les interactions, comment petit à petit, certains positionnements se modifient et comment par les échanges, en fait, les acteurs changent de représentation. Il y a aussi mesurer les effets du processus méthodologique. Donc, on a des aboutissements qui ont été différenciés selon les territoires et on a des enjeux parfois qui ont été indissolubles. C'est le cas notamment des algues vertes, qui sont un enjeu sectoriel très important, mais dont la méthodologie n'a pas permis d'aller au-delà et d'aller au-dessus de cette problématique des algues vertes. Et enfin, l'idée qu'il faut penser les continuités écologiques, mais autant il faut penser ce qu'on appelle les continuités sociales et territoriales, notamment dans les espaces naturels protégés. Donc, par rapport aux enseignements théoriques, j'ai presque fini. Donc, l'idée, c'est de considérer plutôt les situations conflictuelles ordinaires que j'ai étudiées comme potentiellement productives, à l'instar des conflits ouverts. Parce que souvent, en fait, quand on caractérise ces situations, on parle souvent de NIMBY ou de protection des intérêts privés, mais en fait, il faut aussi reconnaître la valeur politique de ces situations et que c'est une expression politique légitime, qu'elle a autant de valeur que d'autres expressions et qu'il faut la comprendre pour essayer d'aller au-delà et qu'elle peut être productive. Donc, aller aussi au-delà de la double caricature, donc celle que peuvent souvent avoir les gestionnaires des citoyens et inversement, les citoyens ont des gestionnaires. Parmi les enseignements théoriques, il y a aussi l'idée qu'il y a un bienfait de la confrontation des savoirs, de la confrontation des savoirs techniques, ordinaires ou scientifiques, qui peut permettre d'aboutir à des solutions un peu innovantes et à des accords. Affirmer les liens entre, donc ça c'est plutôt quelque chose que je développe dans ma thèse, que je n'ai pas beaucoup développé là, mais entre rapports pluriels, pratiques
Donc rapport pluriel à l'espace, à l'autre, à la nature et aux institutions, et pratique et engagement. Et l'idée aussi qu'il y a de multiples manières de faire commun. Moi, j'ai plutôt travaillé sur l'attachement au territoire et sur la défense d'un territoire partagé. Mais il y a d'autres manières de faire commun entre les acteurs, comme la démarche paysagère, par exemple, qui est pas mal mise en évidence par Davodo, un géographe, ou les services écosystémiques. C'est Thierry Tatoni, je crois, qui parle de ça pour aller au-delà et faire commun. Et enfin, pour les apports autour de l'action publique, donc cette recherche-expérimentation, elle devait éclairer et aider l'Adréal autour des enjeux de la fabrique de l'action publique. Et du coup, on a publié avec l'Adréal un guide autour de la méthodologie notamment pour permettre de mieux comprendre et d'identifier les conflits d'usage sur le littoral. Et donc, je mets aussi également dans ce guide des recommandations et aussi des constats qui ont été mis en place à la suite, à la fin de ma thèse, c'est qu'il y a souvent de nombreux décalages entre la réalité des situations conflictuelles, de leur perception et compréhension par l'État, ses services et les collectivités territoriales, qui en fait multiplient et augmentent la conflictualité des situations, et qu'il y a une reconnaissance attendue des acteurs concernés qui doivent être reconnus comme co-élaborateurs de l'action publique. Donc, pour conclure, je dirais que cette thèse et la méthodologie que j'ai essayé de développer, elle s'adapte à différents contextes et elle peut être ajustable donc, en fonction des problématiques. Donc, dans mes cas, il y avait diverses problématiques. Ce n'est pas forcément que les espaces littoraux ou que certaines problématiques, ça peut être d'autres choses. C'est une expérimentation qui n'a pas nécessairement vocation à aboutir forcément positivement, mais en fait qui a, même quand ce n'était pas le cas, quand ça n'a pas abouti concrètement, ça a participé au renouvellement des rapports entre les participants et le territoire, mais aussi entre les participants et avec les différents échelons territoriaux. Ça montre aussi le bien fondé de l'appréhension des situations conflictuelles en termes de productivité et non plus en termes d'obstacles. Et il y a aussi l'intérêt, je pense, enfin ça montre aussi l'intérêt, je pense, de l'alliance de la recherche en sciences humaines et sociales à la production de l'action publique et à la gestion des espaces naturels protégés. Donc, je vous ai mis une petite bibliographie des travaux que j'ai cités durant mon... Alors, voilà. Donc, je vous ai remis la bibliographie, mais du coup, c'est la dernière slide. Je ne sais pas si je peux enlever mon partage. Oui, tu peux tester le partage en bas sur la petite icône. Merci. Merci beaucoup, Marion. De rien, je sais Euh, que c'est pas trop long. Pas de souci pour cette présentation. J'ai mis en lien le guide que tu évoquais là sur la fin pour que tout le monde puisse y accéder et le lire. Et est-ce que vous avez des questions? Agathe Courant, vous avez posé une question à l'écrit. Est-ce que vous voulez la reprendre à l'oral ou est-ce que je la... Oui, je peux la dire à l'oral. Attendez, je vais allumer ma caméra. Voilà. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Agathe Courant, je suis chargée de l'opération Grand Site pour la presqu'île de Crozon. Et je me demandais, en fait, c'est vrai que les acteurs locaux du monde scientifique, ils sont toujours bien identifiés. Quand on a besoin de parler géologie, on sait vers qui se tourner. Quand on a besoin de parler des enjeux marins, on se tourne vers le parc marin. Enfin voilà, ils sont facilement, on peut facilement les intégrer dans la gouvernance, dans les comités de pilotage, dans les comités techniques. Et je me demandais s'il y avait des acteurs vers qui nous, les collectivités, on pouvait se tourner pour justement intégrer tous les enjeux de sciences sociales, sciences humaines, conflits, notamment pour intégrer, alors du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il faut intégrer des scientifiques? Est-ce qu'il y a des acteurs locaux pour toutes ces questions de conflits, pour les intégrer dans nos comités de pilotage, par exemple? Alors du coup, il y a d'un côté les scientifiques et de l'autre côté plutôt ce qui serait les usagers, les habitants, les associations, je pense. Moi, ce que j'ai essayé de faire, donc pour les scientifiques, je pense que il suffit enfin il suffit, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément à l'intérieur de. Enfin, là, j'ai pas de liste ou de sites sur lesquels seraient répertoriés tous les scientifiques qui travaillent sur ces questions. Mais à l'intérieur de labos de recherche, je pense qu'on peut facilement accéder à des personnes qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là. Et je sais qu'après, moi, en ayant travaillé à, à l'Adréal, qui travaille beaucoup avec le CEREMA,
Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent au sein du CEREMA, il y a des acteurs scientifiques plutôt en biologie, mais il y a aussi les acteurs scientifiques plutôt en sciences humaines et sociales qui sont facilement identifiables. Et après, pour ce qui est des habitants ou des associations, de tous les autres types d'acteurs concernés, moi, quand quand j'ai essayé de constituer les panels des personnes que je voulais interroger durant ma thèse et intégrer à la démarche, en fait, j'ai essayé d'abord de parler avec beaucoup de gens qui connaissaient forcément des gens qui étaient en conflit, X ou Y. Après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec la presse quotidienne régionale pour essayer d'identifier les associations locales qui étaient très en prise sur certains sujets, des acteurs qui étaient là depuis longtemps, donc qui pouvaient me faire un historique de la situation. Je pense que passer par la presse quotidienne régionale, ça peut être un moyen intéressant pour repérer directement, facilement, les acteurs qui sont directement en prise avec ces sujets-là sur un territoire donné. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, Manuel, tu as levé la main, on t'écoute. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question qui concernait la baie de Saint-Brieuc et je voulais savoir, on lit souvent qu'il n'y a pas d'unité de territoire en baie de Saint-Brieuc, notamment il y a des positionnements qui peuvent être assez différents entre l'ouest de la baie et l'est de la baie pour certains acteurs. Je voulais savoir si ça s'était ressorti voilà, dans votre travail. Par ailleurs, je voulais savoir aussi, bon, il y a un peu aussi un éléphant dans la pièce qui n'est pas mentionné, c'est le parc éolien. Je ne sais pas dans quelle mesure voilà, les acteurs qui gravitent autour de la réserve s'en inquiètent ou pas, sans souci. Mais je voulais aussi du coup rebondir là-dessus en me demandant comment est-ce que vous preniez en compte les dynamiques temporelles en fait dans ces conflits. Parce qu'il y a des fois voilà, des choses qui se passent sur du temps assez long et du coup, il y a voilà, des choses qui se passent. Et sinon, j'ai une question beaucoup plus anecdotique qui est sur la problématique, qui est le mot reconnaissance, qui est décomposé en deux. Enfin, j'ai vu re-connaissance et je voulais juste savoir que ça voulait dire. Ok. Merci. Mais du coup, pour la première question, qui est plutôt la différence de territoire entre l'Est et l'Ouest en baie de Saint-Brieuc, alors moi, j'ai pas du tout eu cette impression ni cet écho dans mes entretiens. Je sais qu'il y a plutôt une partie euh, qui est plutôt très touristique, l'autre plus avec des usages un peu plus, enfin beaucoup d'activités professionnelles, industrielles, agriculture, etc. Mais à part ces deux différences-là, j'ai pas eu vraiment, enfin, on m'a pas parlé forcément de ce problème d'unité de territoire, alors que par exemple en baie d'Audierne, on m'a beaucoup mentionné ce souci, notamment autour de en baie d'Audierne, il y a deux communautés de communes qui se séparent le tracé, le périmètre de la baie. Donc vous avez au pays Bigoudin, au pays Bigoudin et pays Bigoudin Sud, je crois que c'est les deux nominations. Et là, effectivement, il y a vraiment des identités territoriales très différentes entre les Bigoudins du Sud et les Bigoudins du Nord et entre les capistes, où là, il y a vraiment des enjeux autour de l'identité et en recherche d'identité autour de ce territoire-là, que je n'ai pas forcément ressenti en baie de Saint-Brieuc. Pour la deuxième question que vous m'avez posée, c'était... Je l'ai perdu. Sur le parc éolien, alors moi, quand j'ai fait mon terrain, c'était en 2018-2019. Et donc, j'ai pas été confrontée directement à la problématique du parc éolien. Et en plus, j'avais essayé de mettre de côté, en fait, tous les grands projets, même si, bien sûr, il a été abordé, par exemple, par les activités, les acteurs professionnels, les pêcheurs de la coquille, par exemple, qui s'en inquiétaient. J'ai mis de côté un peu ces projets et ces grandes problématiques parce qu'il y avait déjà des recherches dessus. Et moi, je voulais vraiment cibler des situations conflictuelles ordinaires, donc à plus petite ampleur. Et puis pour le fait que... alors j'essaye de me rappeler ce que vous m'avez posé comme troisième question. Autour de la temporalité.
Justement, moi, en fait, quand j'ai essayé de vraiment, je sais qu'il y a un historique autour des. J'ai travaillé sur l'historique, par exemple, sur la réserve naturelle nationale. J'ai travaillé sur la création, les conflits qu'il y avait eu à la création de cette réserve, les oppositions à la création, etc. Mais à chaque fois, j'ai essayé de cibler le tenté. Je suis sur le territoire, j'ai rencontré les agents des DTTM qui m'ont indiqué que c'était telle situation qui posait le plus de conflits. Et du coup, j'ai traité ce conflit au tenté. Et j'ai essayé de voir comment, d'une situation conflictuelle à un certain moment, on peut créer une dynamique de groupe ou une dynamique territoriale qui persiste et qui résiste dans le temps. Ensuite, après mon départ, est-ce que cette dynamique de gens qui se sont rencontrés, qui ont porté des projets ensemble, est-ce qu'elle va perdurer ou pas? Donc, c'est que là, la dimension temporelle peut-être, mais sinon, j'ai toujours pris au tenté la situation sans traiter des situations antérieures. Et pour la dernière question sur ma problématique et le terme reconnaissance, en fait, je voulais appuyer sur le fait qu'en fait, il y avait un enjeu de connaissance à essayer de prendre des connaissances donc, qu'on peut qualifier de profanes, d'expérientielles, de scientifiques. Donc, essayer de fusionner, de combiner toutes ces connaissances. Et c'était vraiment pour dire qu'il y avait un souci en fait de reconnaissance à la fois de la part des usagers qui ne se sentent pas reconnus en tant que tels ou pas légitimés. Et aussi, il y a un enjeu de reconnaissance envers l'État. Donc, une reconnaissance mutuelle de l'État envers ses usagers et des usagers envers l'État. Et pour moi, ces situations-là, elles ne peuvent que se régler à partir du moment où on reconnaît la légitimité de certains acteurs et inversement. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Oui, Louise, on t'écoute. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question en fait sur peut-être plutôt sur la baie d'Audierne, mais à la fin, vous parlez de continuité sociale et territoriale. Et en fait, je me demandais si dans les résultats, les entretiens ou les ateliers, il y avait eu justement des propositions de projets de renforcement en fait de liens entre la terre et la mer, avec peut-être une envie de réduire la fréquentation vraiment sur le cordon de Galets, le cordon dunaire, pour déplacer en fait les activités plus en arrière-pays. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti? Alors, c'est ressorti sur certains de mes terrains. Je pense par exemple, en baie d'Audierne, il y avait un enjeu, enfin, il y avait en baie d'Audierne, il y avait aussi à Saint-Brieuc, il y avait un enjeu d'essayer de développer, au lieu d'axer toutes les activités touristiques, de loisirs récréatives sur la frange littorale, d'essayer de créer une nouvelle offre un peu différente forcément, plutôt dans les terres. Donc, ça a été évoqué. Après, dans les projets, par exemple, donc, je pense à la RIA d'Etel, donc, que j'ai mentionné rapidement au début. Donc, il y avait le conflit autour de la mise en place de la servitude de passage des piétons sur le littoral. Donc c'est une RIA, donc c'est l'eau monte très haut dans les terres. Et en fait, du coup, il faut créer un sentier du littoral très long. Donc, il y a des enjeux autour de la protection de la biodiversité à certains endroits, ou si on fait passer des individus ou où on met en place, vu que c'est un peu vaseux, on doit mettre en place des pattelages, etc. Donc, ça demande beaucoup d'aménagement. Il y a des projets qui sont portés par certains des participants que j'ai rencontrés autour de comment, en fait, on crée d'autres zones. On ne passe pas forcément partout, mais on crée certaines zones un peu en amont ou alors à certains endroits clés parce qu'ils connaissent très bien leur territoire. Donc, ils savent, par exemple, là, on va avoir le meilleur coucher de soleil ou la meilleure vue, alors que certains espaces, même si on y passe, on ne voit pas grand-chose. Et du coup, il y avait des projets comme ça d'essayer de concentrer la fréquentation à certains endroits pour laisser libre et tranquille un autre périmètre. Donc, il y a eu des propositions comme ça. Ok, merci.
Moi, Marion, j'ai une question. Je me posais la question de savoir comment, dans les faits, se sont organisés les ateliers que tu as organisés. Dans quelle mesure, en fait, les collectivités locales, enfin la DREAL ou la DDTM ou les communes ont été impliquées. Et dans ce cas-là, enfin, comment se sont réparties les tâches et les rôles à la fois en amont de l'organisation, mais aussi pendant l'atelier et son animation? Ouais, alors du coup, effectivement, en fait, à chaque fois que j'avais identifié un terrain, donc avec l'Adréal et la DTTM, j'ai été orientée vers soit donc par exemple, en Riadetel, c'était le syndicat mixte de la Riadetel, soit des collectivités. Donc pour la baie de Saint-Brieuc, j'ai été orientée, enfin, j'ai rencontré les mairies qui sont dans le périmètre et enfin, qui sont inscrits dans la réserve et aussi donc les gestionnaires de la réserve naturelle. Donc à chaque fois, en fait, la première étape avant de lancer les entretiens individuels avec les parties prenantes, c'était de rencontrer les grandes structures, donc soit collectivités, donc par exemple la Plougrescan, c'était la mairie de Plougrescan. En baie d'Audierne, c'était les 2 communautés de communes. À chaque fois, je rencontrais un peu les acteurs, les principaux acteurs institutionnels. Et je voyais avec eux, enfin, je leur expliquais ce que j'allais faire, eux, ce qui pouvait en tirer ou pas, ce qui pouvait les intéresser ou pas. Et aussi, eux connaissaient bien le territoire, donc pouvaient m'indiquer d'autres acteurs auxquels je n'avais pas forcément pensé pour les inviter aux ateliers et faire des entretiens avec eux. Donc après, il y avait la phase individuelle où je rencontrais les gens individuellement. Donc là, je n'avais pas forcément de lien avec les structures. Et ensuite, quand il s'est agi d'organiser les ateliers, souvent, en fait, ça s'est fait assez facilement ou quand c'était une collectivité, elle me prêtait un local pour organiser les ateliers. Elle s'occupait parfois d'une communication autour de l'atelier pour expliquer aux gens ce qu'il en était. Et dans certains cas, bah, j'ai eu une aide. Enfin, ils ont participé aux ateliers. Je sais par exemple qu'en Riadetel, j'avais une partenaire au syndicat mixte qui a, elle aussi, elle m'a aidé un peu à animer, enfin, surtout du point de vue logistique, durant les ateliers. Et ça s'est fait souvent un petit peu comme ça. Il n'y avait pas de schéma clé, mais à force de rencontrer des gens dans les institutions, ça s'est fait assez facilement. Mais après, l'animation en tant que telle des ateliers, c'était plutôt moi qui le faisais. J'ai été aidée par une collègue de l'Adréal et un doctorant pour certains ateliers où il y avait beaucoup de gens. Mais en général, c'était plutôt mon rôle d'animer et pas celui des partenaires locaux. Ok. Et est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui en mesure de reprendre ce genre de choses enfin, est-ce que c'est une compétence qui peut être facilement retransmise pour les futurs conflits à valoriser? Alors l'idée, c'est que justement, c'est le retour d'expérience que je vous ai montré à la fin. C'est vraiment en fait essayer clé en main, enfin avec, alors c'est sous forme de fiche un peu à chaque étape de la méthodologie, qu'est-ce qu'il faut, combien il faut être, quelle méthode on peut mettre en place, etc. Donc c'est vraiment l'objectif de ce guide d'essayer que toute personne qui a envie de mettre en place une démarche comme ça puisse le faire avec effectivement un peu de moyens et de personnes, forcément. Mais l'idée, c'est qu'elle puisse être adaptée facilement par toute personne qui voudrait la mettre en place. Et après, je pense que, je ne sais pas s'ils ont renouvelé l'expérience depuis. Pour ceux que j'ai rencontrés, je pense que certains ont plutôt aussi pris des notes sur d'autres modalités d'animer des réunions. Parce que j'ai pas vraiment expliqué tout, mais durant les ateliers, j'ai beaucoup utilisé ce qui est utilisé à l'Adréal, les techniques d'animation qu'on utilise beaucoup en politique publique. Pour essayer donc il y a par exemple les techniques brise-glace pour que tout le monde s'entende au début, etc. Donc peut-être qu'ils ont plutôt, ils se sont servis aussi de ces techniques-là ensuite pour animer leurs propres réunions ou ateliers, je pense. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on clôture ce webinaire? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Bien, et ben merci beaucoup Marion pour le temps consacré à cette présentation. Merci à tous d'avoir été si nombreux. Et donc effectivement, on repartagera normalement ce webinaire ensuite en ligne. Et puis on vous fera suivre de futures informations sur le futur webinaire organisé par le GIS. Merci beaucoup Marion.
Bah, merci à tous et merci à toi, Marie, pour l'organisation. Et bonne journée, du coup. Merci bien. Au revoir. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.